Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le nouveau directeur général et chef de l'administration de la Banque mondiale choisit la Côte d'Ivoire pour sa première mission officielle. Il a été reçu aujourd'hui même par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La Banque mondiale va intensifier ses actions de développement dans notre pays. L'institution va soutenir le PND. Le vice-président du Parlement chinois en visite également en Côte d'Ivoire a été reçu dernièrement par le président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow. Au menu de la séance de travail, l'extension des investissements chinois à d'autres secteurs d'activité, notamment l'agro-industrie. C'est une nouvelle qui donne de l'espoir aux populations des villages impactés par les sociétés d'exploitation d'or dans la région du Ouorodougou. Des emplois ont été promis aux jeunes, des projets d'autonomisation et de relèvement économique aux femmes. Les populations sont entre espoir et impatience. Enfin, au Gabon, le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, remporte la présidentielle avec un score de 90,35% des voix. Il va diriger le Gabon pendant 7 ans. L'un de ses adversaires, Alain Claude, crédité de 3% et arrivé en deuxième position, a reconnu sa victoire, mais ne l'a pas félicité. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le nouveau directeur général et chef de l'administration de la Banque mondiale est en Côte d'Ivoire. Il entame donc sa première mission officielle dans notre pays. Et le Premier ministre Robert Begré-Mambé l'a reçu ce lundi. Ils ont passé en revue les grands axes de la coopération entre son institution et la Côte d'Ivoire. Marie-Chantal Lacandan, Célestin Frodo, le reportage. Premier déplacement, premier signal fort. En choisissant la Côte d'Ivoire pour entamer sa mission, Wenkai Zhang inscrit clairement Abidjan dans les priorités stratégiques de la Banque mondiale. Les échanges avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé ont porté sur les principaux projets appuyés par l'institution, notamment dans les secteurs prioritaires du développement. Il a félicité son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les réalisations impressionnantes de la Côte d'Ivoire en matière de stabilité macroéconomique, en matière de développement économique et en matière de renforcement du capital humain. Ils ont également discuté des points de coopération entre le groupe de la banque et le gouvernement, notamment dans le secteur d'améliorer la productivité du secteur agricole, mais qui est aussi un endroit potentiel de création d'emplois, de tout ce qui est développement des infrastructures, qui aussi bâtit sur ce qui est le progrès impressionnant de la Côte d'Ivoire. Le directeur général a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son plan national de développement. On est en train de travailler très étroitement avec Madame la ministre du plan en matière du nouveau plan de développement national pour la Côte d'Ivoire. Nos équipes continuent la discussion bâtissant sur le séminaire gouvernemental, notamment la discussion sur le capital humain, un point important, et puis sur l'amélioration de la productivité du secteur agricole. Discuter de comment est-ce qu'on peut appuyer les efforts du gouvernement en matière de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité des actions de l'institution en faveur de la consolidation des acquis, de l'accélération des réformes et du renforcement de l'impact des financements sur le quotidien des populations. Voilà, le vice-président du Parlement chinois visite aussi la Côte d'Ivoire et il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow. Au menu de leur séance de travail, l'extension des investissements chinois à d'autres secteurs d'activité, notamment l'agro-industrie. Ensemble, ils ont partagé une vision transformer sur place les matières premières agricoles. Léon Bro. À peine à Abidjan, le vice-président du 14e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, reçu par le président de l'Assemblée nationale, tête-à-tête Adama Barrow, Yu Shunhua et leurs délégations respectives, invités à revisiter avec les deux chefs de parlement les relations sino-ivoiriennes. Sur la promotion de l'agro-industrie locale, vision du président Alassane Ouattara, regard croisé entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Engager des usines chinoises, d'autant plus que dans le plan national de développement du président Alassane Ouattara, la transformation des matières premières est donc son premier objectif
pour environ 50%, vont donc augmenter les revenus non seulement des paysans, mais vont augmenter le PIB de la Côte d'Ivoire. La Chine est le premier partenaire commercial de votre pays. Nous avons totalement confiance dans le potentiel de la coopération entre nos deux pays et nous entendons donner libre cours aux vitalités des entreprises privées, innover dans les modèles de financement et renforcer notre coopération dans les domaines comme la transformation de produits agricoles, les énergies et le développement des parcs industriels. Comme la transformation locale des produits agricoles, la formation et l'emploi jeune, désormais secteur prioritaire d'investissement de la Chine en Côte d'Ivoire, après les infrastructures. Adama Bictogo et Yu Shunhua alignent ainsi leurs deux pays dans cette autre vision du chef de l'État ivoirien. Ici, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire au sommet de l'économie sous-régionale et à la 3e place africaine. À la clé, la croissance ivoirienne d'environ 7%, l'expertise chinoise de développement, l'excellence des 60 ans de relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Voilà, et suite à la rencontre, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a mis le cap ce lundi sur Brazzaville au Congo. Il va prendre part à la 16e conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dès demain, donc, les travaux officiels débuteront avec la participation active de la délégation ivoirienne. Nos envoyés spéciaux, Sidonie Davila et Ulrich Andongo, nous en diront plus dans nos prochains journaux. Ici, en Côte d'Ivoire, on a suivi avec une attention particulière la semaine de la petite enfance. Pendant 7 jours, des activités se sont déroulées sur le territoire national. Un plaidoyer a été fait à l'endroit des partenaires au développement pour rééquilibrer l'offre et la demande des structures de garde d'enfants dans notre pays. F. Bouy. Rodel et Ambroise sont coiffeuses et mères de famille résidant à Mans. Elles ont au moins un enfant en bas âge et ont du mal à concilier vie active et charges domestiques du fait du manque d'une structure de garde d'enfants adéquate. Il n'y a personne à la maison, c'est moi, elle seulement vide à la maison. Donc, toujours quand il vient au travail, je suis obligée de l'envoyer au travail. Il n'y a personne pour pouvoir m'aider. Il faut faire sortir les bagages pour pouvoir nettoyer le coin. Et quand il y a des clients comme ça, je suis vraiment mélangée, je ne sais pas comment il faut faire. En Côte d'Ivoire, selon les données du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il existe 445 établissements publics qui reçoivent 11 000 enfants. Selon le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021, les enfants de moins de 5 ans sont estimés à 3 696 301. L'offre est largement inférieure à la demande et le lien entre la question du développement de l'enfant et l'autonomisation de la femme est établi. Pour adresser convenablement la question, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant organise la 4e édition de la Semaine nationale de la petite enfance autour du thème « Promouvoir les services de garde d'enfants pour un développement harmonieux de la petite enfance et l'autonomisation de la femme ». Nous avons lancé cette semaine-là pour sensibiliser nos partenaires, les organes des Nations Unies, la Banque mondiale, UNICEF, et l'ONG Save the Children et tous les autres avec Hope, de nous accompagner à pouvoir avoir plus de centres. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, parrain de cette édition, promet renforcer le plaidoyer. Cette institution saura prendre à son compte cette problématique pour analyser et proposer des solutions concrètes afin d'améliorer l'offre de garde d'enfants. La 4e édition de la Semaine nationale de la petite enfance a été meublée par plusieurs activités, dont une table ronde, une kermesse de la petite enfance et un festival de jeux traditionnels. Et on garde de beaux souvenirs avec les enfants. C'est fait depuis le 10 mars dernier. Le ministre de la Construction a commencé à poser des plaques. Le ministère, bien sûr, qui a commencé donc à poser des plaques et panneaux qui indiquent les nouveaux noms donnés aux rues et grandes artères du district d'Abidjan. Nos reporters, Mama Traoré et Adam Sangaré, nous conduisent sur ces voies qui portent de grands noms afin d'enrichir nos connaissances. Commune de Marcory, quartier Biétry.
Ces ouvriers s'apprêtent à poser une plaque murale indiquant le nom donné à cette rue. Elle porte le nom de Jeune Loubao, un médecin émérite ivoirien. Plus loin, un autre panneau fraîchement posé indique que nous ne sommes plus sur le boulevard de Marseille, mais plutôt désormais le boulevard Philippe-Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Depuis le 10 mars dernier, l'opération d'installation de signalétique indiquant les nouvelles appellations des rues et grandes voies d'Abidjan a démarré, ce qui matérialise le déploiement du vaste projet d'adressage du district d'Abidjan, PADA. Nous avons dénombré seulement pour Abidjan 14 279 voies à Abidjan. Et ces 14 279 voies doivent être dénommées et le processus de dénomination qui a été confié aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux communes, accompagné par l'Université d'Abidjan, nous sommes à bout touchant. Sur les 14 000 voies dénommées, aujourd'hui nous en avons dénommé 12 000. Et sur ces 12 000, il y a 35 boulevards, 211 avenues et le reste, ce sont des voies. Les panneaux orange pour indiquer les boulevards, les verts pour les avenues et les plaques bleues pour les rues. Fait marquant, les nouveaux noms donnés réfèrent à d'illustres personnalités ivoiriennes issues de plusieurs milieux, mais aussi à des valeurs. Pour exemple, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing devient Félix Houphouët-Boigny, le Mitterrand devient Germain Kofi-Gado, ce qui suscite un sentiment de fierté nationale. Nous avons des hommes valables ici, des vertus ici, à qui nous pouvons rendre hommage et perpétuer leur passé. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une fierté pour nous, voilà. Ça fait 10 ans, on est dans notre pays et tout nous appartient. Voilà, c'est ça. Il y a le boulevard Félix Houphouët-Boigny, qui était avant le VGE. Il y a le Kofi-Gado qui était Mitterrand. Ça, c'est la rue Mercedes qui est devenue, j'ai oublié. Mais attention, tout ne sera pas nationalisé. Certaines grandes artères gardent leur appellation. C'est le cas du boulevard Latry à Cocody, les avenues Chardy et Marchand dans la commune du Plateau. Autre impact de ce projet, il procure aux usagers un adressage plus affiné. Nous avons mis également en place, dans le cadre de ce projet, un code postal au standard international. Donc aujourd'hui, quand on donne une adresse en Côte d'Ivoire, c'est l'adresse, c'est un numéro, c'est une rue, plus un code postal qui accompagne, comme cela se fait partout dans le monde. Pour les utilisateurs du GPS, les nouvelles dénominations sont en cours d'intégration dans les plateformes numériques. Après Abidjan, cet adressage va aussi se déployer dans les villes de l'intérieur. Korogo, Yamoussoukro et Daloa sont les premières concernées. Et le social indique aussi aux autres de bonnes voies à suivre. Et ce social indiquez-le donne du baume au cœur. Alors, je vous invite à embarquer dans la caravane sociale de la Fondation Lonasi, puisque cette fondation a fait des heureux dans la région de la Nawa et du Boclé. Une école primaire a été livrée dans le village de Bisso et près de 200 tables bancs à l'EPP Niembrouboué 3. Khalid Diomondi pour le reportage. C'était un rêve cher aux populations et c'est aujourd'hui une réalité. Le village de Bisso, dans la région de la Nawa, a désormais son école primaire publique. Un établissement de 6 classes avec bureau et latrines, inauguré par le donateur, la Fondation Lonasi. Pour offrir ce cadre éducatif aux enfants de Bisso, la Fondation a mobilisé 89 millions de francs CFA. En offrant cette belle école à Bisso, vous donnez là aux enfants de notre village, Bisso, une chance inestimable, celle de recevoir une éducation de qualité, pierre angulaire de tout développement et de tout progrès social. La caravane du social de la Fondation Lonasi s'est étendue à la localité de Niembrouboué, dans la région du Boclé. L'EPP Niembrouboué 3 est doté de 200 tables bancs. Je voudrais relever que cette action arrive à point nommé pour faciliter l'apprentissage de l'enfant en lui offrant un meilleur cadre de vie. Chers enfants, chers élèves, je vous exhorte à utiliser ces tables bancs à bon escient. Chers parents, l'accès à l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants. Le souhait du directeur général de la LONASI, M. Draman Koulibaly, et celui de la Fondation est que ce don stimule le goût de nos enfants pour les études. Dans la dynamique de ces actions sociales,
La fondation Lonasi gratifie la communauté villageoise de Gézem d'une pompe hydraulique d'une valeur de 41 millions de francs CFA. Le développement est aussi en marche du côté de Dimbokro. Le maire de la commune, Adama Coulibaly, vient de présider la première session ordinaire du conseil municipal. Il salue la cohésion qui règne dans sa cité et annonce des projets de développement au nombre desquels le démarrage des activités de l'usine Utexi. Godfrey Okambawa. Bientôt le démarrage des activités de l'usine Utexi à Dimbokro. L'information est donnée par le premier magistrat de la commune, Adama Coulibaly, à l'occasion de la première session ordinaire du conseil municipal. Ce dossier de Utexi a été élevé au rang des priorités de sorte que le Premier ministre a commis une mission ici qui est venue avec des Indiens pour voir les modalités de redémarrage des activités au niveau de l'usine. Donc j'ai demandé aux populations d'être rassurées. Des emplois qui devront apporter un souffle nouveau à l'économie locale. Et justement, pour l'année 2025, ce sont 36 projets et 5 actions sociales qui seront réalisées pour améliorer les conditions de vie des populations. Construction de centres de santé ruraux, l'équipement scolaire, la réhabilitation de bâtiments publics, la mise en place de feux tricolores et d'un guide touristique pour Dimbokro. À cela s'ajoute la prise en charge de 250 élèves. À l'unanimité, les conseillers municipaux l'ont adopté. Nous avons donné des instructions donc, à nos services, notamment les services financiers et les services techniques, pour qu'ils puissent accélérer la réception disons, des investissements en termes d'infrastructures pour permettre d'accélérer un peu les décaissements au niveau de l'année 2025. Et nous avons demandé également l'accélération de tous les chantiers. Pour rappel, l'état financier de 2024 présente 733 millions de francs CFA de recettes recouvrées sur une prévision de 795 millions en fonctionnement. C'est une nouvelle qui donne de l'espoir aux populations des villages impactés par les sociétés d'exploitation de l'or dans la région du Ourodougou. Des emplois ont été promis aux jeunes, des projets d'autonomisation et de relèvement économique aux femmes. Les populations sont maintenant entre espoir et impatience. Elles gardent la foi par-dessus tout, elle nous dit Eugène Atoubi. Ces jours de marché à Ourofla, la ville abrite une mine d'or, la Rox Gold Sango. Ce matin-là, des responsables de cette entreprise minière, à leur demande, rencontrent les populations des villages impactés par les activités de la mine. Ordre du jour, le point des activités de la mine et les projets à réaliser au bénéfice des populations. On a des projets d'élevage, on a des projets de réhabilitation des voiries, on a également des projets d'extension de lotissement, on a également des projets apiculture, en tout cas de tous ordres. Mon point de satisfaction, c'est vraiment la collaboration avec les communautés. Je déduis qu'il faut encourager ces rencontres, qu'il faut demander à nos parents de regarder ou du moins d'exposer leurs difficultés lorsque cela est nécessaire pour que nous puissions ensemble trouver la solution qui vaille. Entre l'entreprise minière et les populations des villages impactés que sont Tiema, Kwego et Bangama, des rapports annoncés et promis comme gagnant-gagnant. Les représentants de 3 villages impactés ont exprimé leurs attentes et présenté les réalités. Une réalité comme à Kwego, Tiema et Bangama, qui laisse les populations perplexes et dubitatives après une année où aucun grand projet n'a vu le jour. Au niveau des projets, les projets bénéfiques au village, rien n'a encore commencé. Mais sinon, au niveau des jeunes, bon, ils ont commencé à prendre quelques-uns pour travailler dans la mine. Et les parents sont impatients. Ils veulent voir un début de commencement des projets au niveau de Kwego. À ce jour, rien n'a encore été fait pour le village. Pourtant, les populations ont demandé à la mine de construire un collège et nous sommes toujours dans l'attente. Et pour ces populations, quoique contrariées par le retard dans l'exécution des grands projets promis, la présence des fils de la région dans la mine en qualité d'employés leur permet d'entretenir l'espoir. Espoir, mais surtout fierté d'être vêtus de la tenue jaune et bleue qui identifie les travailleurs de la mine. Ils m'ont appelé, ils sont venus. On a commencé un peu. Après ça, on est descendu. Et après, on nous a appelé.
je suis allé commencer. La moi-même n'a pas encore eu contrat. On fait 3 mois en décembre, On aurait souhaité qu'il y ait plus de personnes employées, vu que nos terres ont été impactées. Les jeunes qui ont des formations, certains ont été pris, tout comme ceux qui ont été formés sur le tas aussi, à peine 30%, 40%. Ils sont environ 300 jeunes pour l'ensemble des 3 villages impactés à travailler à la mine. Et la plupart, aucune qualification. Et pour montrer toute sa bonne foi, la société minière en réponse propose une alternative. L'accompagnement dans des projets qui les conduisent à l'autonomisation, à l'exemple des femmes de Tiema soutenues dans le maraîcher. C'est eux qui nous ont motivés, qui ont commencé avec nous, qui nous ont donné le courage de travailler. Et on a trouvé que c'est une bonne chose. Donc, quand tu veux, oignons, tomates, piments, tout ce qui concerne légumes. Je suis prêt à financer des projets, aller chercher des financements pour que ces projets-là, les jeunes qui n'ont pas la chance de travailler à l'usine, qu'au moins ils aient une activité génératrice de revenus. Mais le gros problème qu'on a avec la jeunesse, c'est que tout le monde veut travailler à la mine. Des projets qui devraient permettre aux jeunes et aux femmes des villages impactés de se prendre en charge. Mais dans cette partie du Ourodougou, la culture de l'orpaillage est encore vivace. Et du coup, les projets et investissements qui, à leurs yeux, rapportent vite de l'argent sont ceux sur lesquels les jeunes portent tout leur intérêt. On va creuser la terre et puis on lave et puis on cherche l'or dedans. On vient vendre ça pour se débrouiller avec ça. Donc maraîchage, c'est pas tous les jours. Pendant ce temps que tu n'as pas récolté, tu fais comment pour avoir de l'argent? Il y a des femmes qui pouvaient gagner 1 gramme par jour. 1 gramme, ça fait 45 000 aujourd'hui. Maraîchère, tu vas faire au moins 1 mois d'abord avant de récolter. Qu'est-ce que tu as mangé avant que tu récoltes? Les populations des villages impactés par les activités de la mine Rox Gold de Sango espèrent vivement la réalisation de tous les projets à financer par l'entreprise minière. À la première réunion de cette année 2025 du comité de développement local minier CDLM tenu à Séguéla en présence de toutes les parties, le préfet de la région du Ourodougou les a invités à la patience. Je leur ai même rappelé à toutes fins utiles aujourd'hui les fonds disponibles au profit de ces populations qui s'élèvent à plus d'1 milliard. Ces fonds sont destinés aux communautés à travers des projets de développement collectif. Tous les projets qui ont été arrêtés au titre du budget 2023-2024 seront exécutés. La construction du collège de Tiema, la construction, d'un dispensaire à Bangama et puis un autre projet à Kouégo. Les fonds sont là. Je suis même tenté de dire que nous avons suffisamment d'argent. Tous les acquis en termes d'employabilité des jeunes et activités génératrices de revenus au bénéfice des femmes dans les villages impactés, que sont Tiema, Kouégo et Bangama, sont des financements hors CDLM, financements dont se félicite l'entreprise minière. En attendant la réalisation des premiers projets inscrits au CDLM, c'est une collaboration exemplaire qu'affichent les populations et la mine. Et dans cette collaboration, tout l'espoir de développement et de progrès de ces 3 villages. Voilà, mine d'or à Ourodougou, village impacté entre espoir et impatience. C'était un reportage d'Eugène Atoubé. On part maintenant sur le terrain politique. Là-bas, le RHDP outille ses cadres à quelques mois de la présidentielle. Le séminaire de formation se déroule au siège du parti à Cocody. Nous Sangaré nous en dit plus. À quelques mois du scrutin présidentiel, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se prépare. Le parti renforce les capacités de son encadrement politique. Ce séminaire permettra également de mettre en ordre de bataille le personnel d'encadrement politique ainsi que l'ensemble des militantes et des militants et des sympathisants de notre parti afin d'assurer au candidat de notre parti, le président Alassane Ouattara, une victoire. Des thématiques clés au menu de ces séminaires. Gestion efficace d'une coordination locale, maintien de la cohésion interne, maîtrise du processus électoral, sans oublier les techniques de communication et de prise de parole. Au niveau national, certes, mais au niveau local aussi, nous sommes des acteurs. En tant que coordonnateur adjoint, en tant qu'élu,
nous devons d'avoir la ligne du parti, les éléments qui nous permettent d'être très efficaces. Bientôt, il y aura les élections présidentielles. Il ne faut pas que nous allons dans tous les sens au niveau de la communication. Ça nous a permis vraiment d'avoir des arguments nécessaires pour pouvoir parler de notre candidat, pour pouvoir défendre notre candidat. Ce renforcement de capacité marque le point de départ d'une vaste campagne de formation à l'échelle nationale. Les participants deviendront des relais dans les sections et les comités de base du parti. Notre parti se doit d'être fort par son organisation, par son ancrage sur le territoire national, par sa légitimité populaire incontestable, mais surtout par la qualité de ses hommes. Un RHDP fort est assurément le gage d'une Côte d'Ivoire stable. Le RHDP entend ainsi bâtir une organisation solide, disciplinée et mobilisée pour la compétition électorale. Le candidat centriste Nyambo Kakou déclare sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il a pour ambition de placer la Côte d'Ivoire parmi les 25 premières puissances économiques du monde d'ici à 2050. Et il veut par ailleurs être le candidat qui prône le Made in Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré. Pour Nyambo Kakou, la seule façon de changer les institutions du pays et de parvenir au pouvoir d'État est de participer massivement à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a pour ambition de placer la Côte d'Ivoire parmi les 25 premières puissances économiques du monde d'ici 25 ans. Pour atteindre cet objectif, il se porte candidat pour le scrutin présidentiel à venir. Nous allons injecter de l'argent public pour construire notre industrie afin que nos enfants, nos petits-enfants trouvent du travail. Chez nous, il y a 60 ethnies. Chez nous, c'est le multiculturalisme. Ces institutions ne vont pas à la Côte d'Ivoire. À cause de ces institutions, le taux d'investissement en Côte d'Ivoire est très faible. Au cours de cette rencontre avec ses militants, il a signifié que les deux grands défis auxquels la Côte d'Ivoire doit faire face sont l'emploi des jeunes et la réconciliation nationale. Comment compte-t-il séduire les Ivoiriens? À ce propos, il réplique en soutenant qu'il ira partout en Côte d'Ivoire pour présenter son programme de gouvernement. Programme illustré dans un livre qui comporte 33 projets. Le riz est aussi au menu de ce 20h et c'est une initiative de la RTI que vous appréciez depuis des années. Eh bien, après Abidjan et certaines villes de l'intérieur, l'équipe de production de Bonjour met le cap sur Paris en France. Le but est le même, apporter de la joie au public de la diaspora le samedi 3 mai prochain au Casino de Paris. Georgette Ido Fofana, Pagasoro, Kone de Madonji. De toute façon, femme court derrière le métro à Paris. Et c'est reparti pour la 5e édition du grand rendez-vous du rire dans la capitale française. Bonjour Paris. Ce spectacle humoristique à succès de la RTI qui apporte de la joie au public aura lieu le samedi 3 mai prochain au Casino de Paris. C'est pour réussir cette autre étape qu'équipe de production et humoristes se sont retrouvés pour mettre en lumière un scénario assez attractif et plaisant. Bamba himself, producteur délégué de l'émission, n'a pas manqué de définir les grands axes de cette édition. La solidarité entre les filles et fils d'Afrique, enjeu majeur de Bonjour Paris 2025. Et les humoristes assez motivés promettent un spectacle féerique, une soirée inédite. À chaque fois, il y a innovation, il y a créativité, il y a inspiration, enjaillement. Et vraiment, on appelle toute la communauté africaine de Paris. Parce qu'on ne sera pas ivoirien seulement. Il y aura des humoristes camerounais, congolais et ivoiriens. C'est comme une petite coupe d'Afrique du riz. Donc, la Côte d'Ivoire doit gagner toujours. Jula Mousso, à la Logodia, Panam, Casino de Paris, à la Logodia. Eh, Bengue. Bon, mais il y a déjà froid ici déjà. Rendez-vous le 3 mai. Au Casino de Paris. Là, je donne ma confirmation. On invite toute la population, la grande famille européenne. Paris, j'arrive. Je viens pour tuer Paris. Vous allez voir au Casino. On va transformer le Casino là. Les Camerounais n'auront que les yeux pour pleurer. Continent. Pour réussir le Paris de Bonjour Paris édition 2025, le magnifique Manasseh Ier, Papito, Adrienne Coutouan, entre autres, entendent donner le meilleur d'eux pour offrir au public un spectacle haut en couleur.
Et un spectacle à ne pas manquer du tout. La Côte d'Ivoire affrontera demain mardi le Maroc dans le cadre de la demi-finale de la CAN U17 qui se déroule au royaume chérifien. Et bien, à quelques heures de ce duel, le ministre délégué en charge des sports, Aye Mek Silla, s'est rendu aux côtés de la délégation ivoirienne. On va terminer par le Gabon où le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a remporté la présidentielle avec un score de 90,35% des voix. Il va diriger donc le Gabon pendant 7 ans, 19 mois après son coup d'État d'août 2023 qui a renversé le régime Bongo. Son élection doit être validée maintenant par la Cour constitutionnelle. Et parmi ses adversaires, Alain Claude, crédité de 3%, a reconnu sa victoire mais ne l'a pas félicité car selon lui, cette élection a été opaque et le processus discrédité par des scores à la tête du client et par un système de fraude qui s'est reconstitué. Fin de citation. Et fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Marine Cognan. Et moi, je vous dis à demain 20h dans la paix.